La plupart des gens surestiment l'importance des grandes décisions. Le jour où ils achètent une maison, le jour où ils se marient, le jour où ils changent de carrière, le jour où ils créent une entreprise. Ces moments semblent déterminants parce qu'ils sont visibles, ils sont faciles à identifier, ils ressemblent à des tournants. Mais lorsqu'on observe des trajectoires de vie sur plusieurs décennies, on découvre quelque chose d'étonnant. En effet, les décisions qui façonnent le plus notre avenir sont souvent prises bien avant les grands événements. Elles semblent ordinaires lorsqu'on les prend, parfois même insignifiantes. Pourtant, elles déterminent silencieusement la direction dans laquelle notre vie va évoluer, parce que le temps possède une propriété particulière. Il amplifie tout. Une bonne décision répétée pendant 10 ans peut transformer une existence entière. Une mauvaise décision répétée pendant 10 ans peut faire exactement la même chose. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 10 décisions prises dans la vingtaine qui ont le pouvoir de décider du reste de ta vie. Et certaines d'entre elles produisent déjà leurs effets sans même que tu t'en rendes compte. Commençons. Numéro 1. Choisir la personne avec qui tu construis ta vie. Parmi toutes les décisions que tu prendras dans ta vingtaine, celle-ci est probablement l'une des plus importantes parce qu'elle influence presque toutes les autres. Ton niveau de stress, tes finances, ton bonheur, ton énergie, tes ambitions et même la manière dont tu te perçois toi-même. Beaucoup de personnes choisissent un partenaire principalement sur la base de l'émotion. Et bien sûr, l'amour, c'est important. Mais lorsqu'il s'agit de construire une vie, l'amour seul ne suffit pas toujours. Le premier argument est simple. Une relation agit souvent comme un multiplicateur. Lorsqu'une relation est saine, elle amplifie les forces des deux personnes. Elle apporte du soutien, de la stabilité, de la confiance. Elle rend les périodes difficiles plus faciles à traverser. À l'inverse, une relation dysfonctionnelle peut consommer une quantité énorme d'énergie mentale. Même les personnes talentueuses ont du mal à progresser lorsqu'elles sont constamment épuisées émotionnellement. Le deuxième argument concerne les valeurs. Avec le temps, les différences superficielles deviennent souvent secondaires, mais les différences de valeurs deviennent de plus en plus importantes. Vision de l'argent, vision de la famille, vision du travail, vision du futur. Lorsqu'elles sont incompatibles, les conflits deviennent presque inévitables. Imagine deux personnes possédant exactement les mêmes capacités. La première construit sa vie avec quelqu'un qui partage ses valeurs et ses objectifs, alors que la deuxième construit sa vie avec quelqu'un qui combat constamment ses ambitions. 10 ans plus tard, leurs trajectoires peuvent être complètement différentes parce que certaines personnes deviennent un moteur et d'autres deviennent un frein. La personne avec qui tu construis ta vie ne détermine pas ton avenir à elle seule, mais elle influence tellement de variables que son impact peut être immense. Décision numéro 2. Choisir où tu vis. On parle souvent de l'importance du travail, mais on parle beaucoup moins de l'importance de l'environnement. Pourtant, l'endroit où tu vis influence silencieusement presque toutes tes habitudes. Les opportunités auxquelles tu es exposé, les personnes que tu rencontres, les standards que tu considères comme normaux, les conversations que tu entends, même les ambitions que tu développes. Le premier argument est que l'environnement facilite certains comportements et en rend d'autres beaucoup plus difficiles. Imagine une personne qui souhaite progresser, mais qui passe chaque journée dans un environnement où personne ne cherche à évoluer. À l'inverse, imagine quelqu'un entouré de personnes qui apprennent, construisent et poursuivent des objectifs. Les deux individus possèdent peut-être le même potentiel, mais leur environnement crée des probabilités très différentes. Le deuxième argument est lié aux opportunités. La vie est souvent le résultat de rencontres que nous faisons, des portes qui s'ouvrent, des occasions que nous découvrons. Plus ton environnement est riche en opportunités, plus les chances de rencontrer la bonne personne ou la bonne occasion augmentent. Prenons l'exemple de deux jeunes diplômés qui commencent exactement avec les mêmes compétences. L'un reste dans un environnement qui ne lui offre pratiquement aucune possibilité d'évolution, alors que l'autre se place dans un environnement où les opportunités sont nombreuses. Après plusieurs années, leurs résultats semblent provenir d'une différence de talent. En réalité, ils ont simplement joué sur deux terrains différents. Nous passons énormément de temps à essayer de nous changer nous-mêmes. Parfois, changer d'environnement produit davantage d'effets que des années d'efforts isolés. Et c'est pourquoi choisir où vivre est souvent beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Numéro 3. Choisir ton rapport à l'argent. Beaucoup de personnes pensent que l'argent est simplement un outil permettant d'acheter des choses. En réalité, ton rapport à l'argent influence une grande partie de ton avenir parce que tôt ou tard,
Presque toutes les grandes décisions de la vie croisent la question financière. Changer de carrière, créer une entreprise, retourner aux études, déménager, voyager ou encore fonder une famille. Toutes ces décisions deviennent plus faciles lorsqu'on possède une certaine marge de manœuvre financière. Le premier argument est que l'argent offre des options. Et dans la vie, les options sont extrêmement précieuses. Une personne sans épargne est souvent obligée d'accepter les situations qui se présentent à elle. Une personne qui possède une réserve financière dispose généralement d'une plus grande liberté de choix. Elle peut attendre, négocier, refuser certaines opportunités, en saisir d'autres. Le deuxième argument est que les habitudes financières se construisent très tôt. La plupart des personnes qui éprouvent des difficultés financières à 40 ans n'ont pas commencé à faire des erreurs à 40 ans. Elles ont souvent construit certaines habitudes pendant des années. À l'inverse, les personnes qui développent très tôt une relation saine avec l'argent bénéficient d'un effet cumulatif extrêmement puissant. Imaginons deux jeunes de 22 ans. Le premier apprend à gérer son argent, même lorsqu'il gagne peu. Le deuxième repousse constamment cette responsabilité. 10 ans plus tard, la différence entre eux ne se limite pas à leur compte bancaire. Elle se reflète dans leur niveau de stress, leur liberté et les choix qui s'offrent à eux. L'argent ne garantit pas le bonheur, mais l'absence de contrôle financier complique énormément la vie. Numéro 4. Choisir les compétences que tu développes. L'une des plus grandes erreurs de la vingtaine est de croire que le temps suffit, comme si les années qui passent allaient automatiquement nous rendre plus compétents. Mais le temps seul ne transforme personne. Ce sont les compétences accumulées pendant ce temps qui font la différence. Le premier argument est que les compétences créent de la valeur. Et plus tu es capable d'apporter de la valeur, plus les opportunités ont tendance à apparaître. Communication, vente, leadership, création de contenu, gestion financière ou encore technologie. Ces compétences continuent souvent de produire des résultats pendant toute une vie. Deuxièmement, les compétences s'accumulent. Chaque nouvelle compétence rend les suivantes plus faciles à apprendre. Elles commencent à se combiner entre elles. Et c'est souvent à ce moment-là que les trajectoires changent radicalement. Imagine deux personnes qui travaillent au même endroit à 25 ans. La première répète exactement les mêmes tâches pendant 10 ans. La deuxième consacre quelques heures chaque semaine à développer de nouvelles compétences. À 35 ans, elle semble parfois appartenir à deux mondes complètement différents. Et pourtant, tout a commencé avec quelques heures investies chaque semaine. La vie récompense rarement uniquement l'effort. Elle récompense surtout l'effort dirigé vers les bonnes compétences. Numéro 5. Choisir les sacrifices que tu es prêt à faire. Alors, voici une vérité que beaucoup de gens découvrent trop tard. Tu peux avoir presque tout, mais tu ne peux pas tout avoir en même temps. Chaque vie est construite sur des sacrifices. La question n'est pas de savoir si tu vas sacrifier quelque chose. La question est de savoir quoi. Le premier argument est que chaque objectif possède un coût caché. Une excellente condition physique demande du temps. Une entreprise demande du temps. Une carrière demande du temps. Une famille, ça demande du temps également. La plupart des gens se concentrent sur les récompenses. Très peu réfléchissent aux sacrifices nécessaires pour les obtenir. Le deuxième argument est que refuser de faire des sacrifices constitue lui aussi un sacrifice. Lorsqu'on refuse temporairement l'effort, on sacrifie souvent le résultat futur. Lorsqu'on refuse l'inconfort, on sacrifie parfois la croissance. La vie finit toujours par demander un prix. La seule différence est le moment où nous le payons. Imagine deux jeunes adultes. Le premier accepte de renoncer à certains plaisirs immédiats pour construire quelque chose à long terme, alors que le deuxième choisit systématiquement la gratification instantanée. Au départ, le deuxième semble souvent plus heureux, mais après plusieurs années, les conséquences de ces choix commencent à apparaître, parce que les récompenses immédiates sont visibles tout de suite, mais les récompenses à long terme prennent du temps, mais elles ont souvent beaucoup plus d'impact. L'une des décisions les plus importantes de la vingtaine consiste donc à choisir les sacrifices que tu es prêt à faire aujourd'hui pour obtenir la vie que tu veux demain. Numéro 6. Choisir ce que tu tolères. L'une des décisions les plus importantes de la vie est rarement prise consciemment. C'est la décision de ce que tu acceptes comme normal. Ce que tu tolères dans tes relations, dans ton travail, dans tes habitudes ou encore ce que tu tolères dans ta propre discipline. Le premier argument est simple. Les standards deviennent souvent des prophéties. Lorsque tu acceptes constamment le minimum, tu finis par construire une vie autour du minimum.
Et à l'inverse, lorsque tu élèves progressivement tes standards, tes comportements ont tendance à suivre. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas toujours plus talentueuses. Non, elles refusent simplement certains comportements qu'elles considèrent incompatibles avec leurs objectifs. Le deuxième argument est que les petites tolérances deviennent souvent de très grands problèmes. Par exemple, une petite dette, une petite mauvaise habitude, un petit manque de respect ou encore une petite négligence. De façon isolée, ces choses semblent insignifiantes, mais le temps les transforme. Imagine deux employés. Le premier tolère constamment les retards, les excuses et le travail médiocre. Le second se fixe des standards plus élevés. Après plusieurs années, leurs résultats paraissent provenir d'une différence de talent, mais ils proviennent souvent d'une différence de standard. La qualité de ta vie est souvent le reflet direct de ce que tu acceptes de tolérer. Numéro 7. Choisir comment tu réagis à l'échec. Alors, il est vrai que tout le monde échoue. Absolument tout le monde. La différence n'est pas l'échec. La différence va être la manière dont on l'interprète. Le premier argument est que beaucoup de personnes voient l'échec comme un verdict, comme une preuve qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne sont pas assez intelligentes, pas assez talentueuses, pas assez spéciales. Et pourtant, dans la majorité des cas, l'échec est simplement de l'information. Il révèle ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le deuxième argument est que les personnes qui réussissent accumulent souvent davantage d'échecs que les autres. Non pas parce qu'elles ont moins de compétences, mais parce qu'elles essaient davantage, elles prennent plus de risques, elles expérimentent plus, elles passent plus souvent à l'action. Imagine deux personnes qui lancent le même projet. Les deux échouent. La première abandonne immédiatement, alors que la seconde analyse ce qui s'est passé et recommence. Quelques années plus tard, la deuxième finit par réussir. Vu de l'extérieur, on parle souvent de persévérance, mais au fond, tout a commencé par une décision, celle de refuser de laisser un échec définir son identité. L'échec n'est généralement pas ce qui détruit une vie, mais abandonner après un échec, en revanche, peut le faire. Numéro 8. Choisir la personne que tu deviens. La plupart des gens se fixent des objectifs, mais très peu réfléchissent à leur identité. Et pourtant, l'identité est souvent plus importante que les objectifs. Le premier argument est que les objectifs concernent ce que tu veux obtenir. L'identité concerne la personne que tu deviens. Et lorsqu'une identité est forte, les comportements deviennent beaucoup plus naturels. Une personne qui essaie d'économiser lutte constamment contre ses pulsions, alors qu'une personne qui se considère comme quelqu'un de responsable financièrement agit différemment presque automatiquement. Le deuxième argument est que les résultats sont souvent temporaires. L'identité, elle est durable. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre un emploi, tu peux perdre un projet, mais si tu as développé les qualités qui ont permis d'obtenir ces résultats, tu peux souvent les reconstruire. Imagine deux personnes qui atteignent plus ou moins le même succès financier. La première s'est contentée de poursuivre l'argent. La seconde a développé la discipline, la patience et les compétences nécessaires pour le créer. S'ils perdent tout du jour au lendemain, laquelle a le plus de chances de rebondir? Ça va probablement être celle qui a construit son identité avant de construire ses résultats. Parce qu'au final, ta vie suit rarement tes intentions. Elle suit beaucoup plus souvent la personne que tu es devenue. Numéro 9. Choisir comment tu utilises ton temps. Alors, s'il existait une monnaie plus précieuse que l'argent, ce serait probablement le temps. Pourtant, la plupart des gens protègent leur argent beaucoup plus que leur temps. Ils réfléchissent pendant des heures avant de dépenser 100 $, mais ils sont prêts à gaspiller des journées entières sans y penser. Le premier argument est que le temps possède une caractéristique unique. En effet, il est impossible d'en gagner davantage. Tu peux récupérer de l'argent perdu, tu peux reconstruire une carrière, tu peux même recommencer après un échec. Mais aucune personne sur Terre ne peut récupérer une journée déjà écoulée. Chaque heure utilisée est définitivement consommée. Le deuxième argument est que le temps agit comme un multiplicateur. Une heure passée à apprendre peut produire des bénéfices pendant des années. Une heure passée à construire quelque chose peut changer une trajectoire. À l'inverse, certaines heures disparaissent sans laisser la moindre trace. La différence n'est pas visible immédiatement. C'est précisément ce qui rend cette décision si importante. Imagine deux jeunes de 23 ans.
qui disposent exactement des mêmes 24 heures. Le premier traite son temps comme une ressource précieuse. Le deuxième le traite comme quelque chose d'inépuisable. Pendant plusieurs mois, rien ne semble différent. Même après 1 an. Mais après 10 ans, les conséquences deviennent impossibles à ignorer parce que le temps fait toujours son travail. La question est simplement de savoir dans quelle direction il travaille. Les personnes les plus performantes n'ont pas plus de temps que les autres, mais elles prennent simplement des décisions différentes avec le temps qu'elles possèdent déjà, et c'est souvent cette différence qui finit par créer l'écart entre deux vies. Décision numéro 10. Choisir ce qui donne un sens à ta vie. Voici probablement la décision la plus importante de toute cette liste. Et pourtant, c'est celle à laquelle le moins de personnes réfléchissent. Parce qu'on passe souvent la vingtaine à poursuivre des objectifs sans jamais se demander pourquoi on les poursuit. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de statut. Mais lorsqu'on ne sait pas ce qui donne réellement un sens à sa vie, on risque de passer des années à gravir la mauvaise montagne. Le premier argument est que les objectifs seuls ne suffisent pas. En effet, un objectif atteint procure souvent une satisfaction temporaire. Puis, le cerveau s'habitue et cherche immédiatement autre chose. C'est pourquoi certaines personnes obtiennent exactement ce qu'elles voulaient et continuent malgré tout à se sentir perdues. Le deuxième argument est que le sens agit comme une boussole. Il aide à prendre des décisions, il aide à traverser les périodes difficiles, il aide à rester debout lorsque la motivation disparaît. Lorsqu'une personne sait pourquoi elle agit, elle résiste généralement beaucoup mieux aux obstacles. Imagine 2 personnes qui traversent exactement la même difficulté. La première poursuit uniquement un résultat, alors que la deuxième poursuit quelque chose qui a une signification profonde pour elle. Très souvent, la deuxième possède une force que la première ne peut pas comprendre, parce qu'elle ne travaille plus uniquement pour obtenir quelque chose, mais elle travaille pour quelque chose qui compte réellement. À la fin de ta vie, personne ne se souviendra du nombre d'heures que tu as passées sur ton téléphone. Personne ne se souviendra du nombre de séries que tu as regardées ou encore du nombre de distractions que tu as consommées. Mais tu te souviendras probablement des personnes que tu as aimées, des choses que tu as construites, des défis que tu as relevés et de l'impact que tu as laissé derrière toi. C'est pourquoi choisir ce qui donne un sens à ta vie est peut-être la décision qui décide de toutes les autres. Si tu as remarqué quelque chose en regardant cette vidéo, c'est probablement ceci. Aucune de ces décisions ne ressemble à une grande décision lorsqu'on la prend. Personne ne se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais choisir la trajectoire de ma vie ». Et pourtant, c'est exactement ce qui se produit, à travers des choix apparemment ordinaires. La personne avec qui tu construis ta vie, l'environnement dans lequel tu évolues, les compétences que tu développes, le temps que tu utilises, les sacrifices que tu acceptes, la manière dont tu réagis à l'échec. Toutes ces décisions semblent petites lorsqu'on les observe individuellement, mais ensemble, elles construisent progressivement la personne que tu deviens. Et cette personne déterminera en grande partie la vie que tu vivras. La vérité, c'est que ton avenir n'est probablement pas décidé par un seul moment spectaculaire. Il est décidé par des centaines de décisions ordinaires répétées pendant des années. Alors, si tu es dans ta vingtaine, ne te demande pas uniquement où tu seras dans 10 ans, demande-toi surtout qui tu seras dans 10 ans, parce que la réponse à cette question est souvent beaucoup plus importante. Et si cette vidéo t'a plu, je te recommande de regarder les 2 vidéos précédentes. Dans la première, nous avons parlé des pires décisions que tu peux prendre dans ta vingtaine, et dans la deuxième, nous avons vu le guide complet étape par étape pour détruire sa vie sans même s'en rendre compte. Et lorsqu'on combine ces 3 vidéos, on obtient une vision beaucoup plus complète de ce qui construit ou détruit une vie. Parce qu'au final, la différence entre une vie extraordinaire et une vie remplie de regrets tient rarement à la chance. Elle tient beaucoup plus souvent aux décisions que personne ne remarque pendant que tu les prends. Et si jamais on s'est compris, ou même juste un peu, n'oublie pas de liker, partager ton avis en commentaire, t'abonner, en espérant te revoir très prochainement parce que ici, on se comprend un peu mieux à chaque vidéo. Ciao.